Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de biologie cellulaire. Alors, comme toujours, on commence par prier sur le prophète Mohammed. Fallahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alors, aujourd'hui, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, on va corriger un examen de biologie cellulaire de l'année dernière. Et donc, comme vous voyez, l'examen était sous forme de QCM, c'est-à-dire question à choix multiple. Et on commence à la barakatillah. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. La question numéro 1. Dans une cellule prokaryote, il y a absence de proposition A, mitochondrie, proposition B, réticulum endoplasmique, proposition C, appareil de Golgi, proposition D, les lysosomes, proposition E, les ribosomes. Alors, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'est-ce que ça veut dire une cellule prokaryote et qu'est-ce que ça veut dire une cellule eucaryote. J'ai expliqué aussi la différence entre ces deux types de cellules. Alors, automatiquement, si vous regardez bien ce schéma, vous déduisez que les prokaryotes ne contiennent pas d'organites cellulaires, mais par contre, contiennent des ribosomes qui ont un rôle essentiel lors de la traduction de l'ARN messager en protéines. Donc, parmi toutes ces propositions, il y en a une seule qui se trouve dans les cellules prokaryotes, qui sont les ribosomes. Et donc, les propositions qui sont correctes sont la proposition A, B, C et D. Puisque toutes ces propositions on note l'absence de tous ces organites au niveau de la cellule prokaryote. Il n'y a pas de mitochondrie dans les cellules prokaryotes, il n'y a pas de réticulum endoplasmique dans la cellule prokaryote, il n'y a pas d'appareil de Golgi et il n'y a pas de lysosome dans les cellules prokaryotes. Donc, dans la question, il nous demande quels sont les organites qui sont absents dans les cellules prokaryotes. Et donc, A, B, C, D sont corrects. Vous cochez les propositions A, B, C et D. Passons maintenant à la deuxième question. Le cytosquelette d'une cellule eucaryote est formé de A, les microfilaments, B, les microtubules, C, les microsomes, D, les microcristaux, E, aucune réponse n'est juste. Alors, comme définition, on peut définir le cytosquelette des cellules eucaryotes comme étant un réseau filamenteux à l'intérieur des cellules. Et comme son nom l'indique, le cytosquelette d'une cellule forme le squelette de la cellule, ce qui permet le maintien de la structure cellulaire et aussi le mouvement de la cellule. Et donc, comme vous voyez ici dans l'image, le cytosquelette est formé par des microfilaments et des microtubules. Les microfilaments sont constitués par des filaments d'actine et des filaments intermédiaires qui ont des tailles micrométriques, et les microtubules sont des structures cylindriques creux comme l'image le montre. Donc, deux réponses justes, A et B, les microfilaments et les microtubules. Ensuite, troisième question. La cellule a été découverte par A, M. Hooke, B, M. Schleiden, C, M. Virchow, D, M. Watson, E, M. Schwann. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, bien évidemment, c'est M. Hooke, Robert Hooke, qui découvrit la cellule en 1665 à l'aide d'un microscope rudimentaire. Pour les deux chercheurs, M. Schleiden et M. Schwann, ils ont établi la théorie cellulaire. Vous notez M. Schleiden et M. Schwann, ils ont établi la théorie cellulaire.
Monsieur Virchow, il est l'un des fondateurs de l'anatomie pathologique moderne. Et pour Monsieur Watson, il a découvert la structure de l'ADN. Donc, la réponse juste pour la troisième question, la proposition correcte, c'est la proposition A. La cellule a été découverte par Monsieur Hooke, Robert Hooke. Ensuite, quatrième question. Une cellule prokaryote, première proposition, se divise par mitose. Une cellule prokaryote se divise par mitose. Deuxième proposition, une cellule prokaryote n'a pas de ribosome. Troisième proposition, une cellule prokaryote contient de l'ADN ou de l'ARN. Quatrième proposition, une cellule prokaryote contient des lysosomes. Et dernière proposition, toutes les propositions précédentes sont fausses. A, B, C et D sont fausses. Et donc, on a terminé pour la question 4 et on passe à la cinquième question qui dit: parmi les constituants suivants, quels sont ceux qui se trouvent uniquement dans la cellule végétale? Premièrement, le glycogène. Deuxièmement, l'amidon. Troisièmement, le cellulose. Quatrièmement, le désoxyribose. Et dernièrement, les anthocyanes. Et donc, on va cocher la proposition qui correspond aux éléments qui se trouvent uniquement chez la cellule végétale. La première proposition est notée le glycogène. Alors, le glycogène est connu comme étant un polymère de glucose, c'est-à-dire un glucose lié à un glucose lié à un autre glucose, etc., etc. Une dizaine de fois, glucose lié à un glucose. Alors, le glycogène joue un rôle de stockage de l'énergie chez les cellules animales. Et donc, le glycogène se trouve dans les deux types de cellules, animales et végétales. Et donc, première proposition est fausse. Deuxième proposition, c'est l'amidon. Alors, l'amidon est un composé glucidique aussi, formé par la liaison d'une centaine de résidus de glucose, c'est-à-dire glucose plus glucose plus glucose une centaine de fois. Il faut noter aussi que l'amidon joue le rôle de stockage de l'énergie chez les cellules végétales. Et donc, il faut cocher la deuxième proposition puisque l'amidon se trouve seulement chez les cellules végétales. Ensuite, troisième proposition est notée le cellulose. Alors, cellulose se trouve au niveau de la paroi cellulaire des cellules végétales, mais il se trouve aussi chez certaines espèces animales du groupe des invertébrés, et chez certains champignons aussi. Mais il se trouve fréquemment dans la paroi pectocellulosique des cellules végétales. Donc cette proposition est incorrecte, puisque nous on est intéressé pour les éléments qui se trouvent seulement chez les cellules végétales. Le cellulose se trouve chez les cellules végétales et aussi chez les cellules animales. Ensuite, quatrième proposition, c'est le désoxyribose. Automatiquement, c'est faux puisque le désoxyribose est un sucre qui forme l'ADN. Et l'ADN contient l'information génétique des cellules animales et des cellules végétales. Ensuite, dernière proposition, les anthocyanes. Les anthocyanes, qui sont des pigments qui se localisent à l'intérieur des vacuoles des cellules végétales. Donc, pour cette cinquième question, on a deux réponses vraies. Les propositions qui sont les propositions B et la dernière proposition. Proposition B et E. La proposition B qui dit l'amidon et la proposition E, les anthocyanes. Et on passe rapidement à la sixième question qui dit: parmi la liste ci-dessous, 3 noms correspondent à la même structure, lesquels? Premièrement, la chromatine. Deuxièmement, le manteau cellulaire. Troisièmement, le revêtement fibreux. Quatrièmement, le cortex cellulaire. Et dernièrement, le glycocalyx. Donc, on a 5 propositions, 3 qui sont correctes, c'est-à-dire 3
proposition appartient à la même structure. Premièrement, la chromatine. La chromatine est connue comme étant la structure au sein de laquelle l'ADN se trouve compressé dans le noyau. Donc on va voir est-ce qu'il y a une relation entre la première proposition et la deuxième proposition. La deuxième proposition est le manteau cellulaire. Le manteau cellulaire est un assemblement de polysaccharides associés aux lipides et aux protéines membranaires situés sur la face externe de la membrane plasmique. Donc il n'y a aucune relation entre la première proposition et la deuxième proposition. On va voir est-ce qu'il y a une relation entre la deuxième proposition et la troisième proposition qui dit le revêtement fibreux. Ensuite, on a le revêtement fibreux. Le revêtement fibreux, comme son nom l'indique, on observe un réseau fibrillaire sur la face externe de la membrane plasmique. Il est nommé aussi le sel quat ou le glycocalyx. Et donc, ce revêtement fibreux ou ce sel quat ou ce glycocalyx est formé par des polysaccharides liés aux protéines et aux lipides de la membrane plasmique. Donc jusqu'à maintenant, le manteau cellulaire égale le revêtement fibreux égale la dernière proposition qui est le glycocalyx. Donc il n'y a pas une relation entre le chromatine et le manteau cellulaire ou bien le revêtement fibreux ou le glycocalyx. Donc on a trois qui appartiennent à la même structure. Le revêtement fibreux et le glycocalyx et le manteau cellulaire. Et donc j'ai déjà expliqué la chromatine, il me reste seulement le cortex cellulaire. Alors le cortex cellulaire est une couche spécialisée de cytoplasme sur la face interne de la membrane plasmique et qui joue un rôle de support mécanique de la membrane plasmique. C'est-à-dire il joue un rôle de support mécanique. Et donc le cortex cellulaire se trouve sur la face interne de la membrane plasmique. Par contre, le glycocalyx, ou bien le sel quat ou le revêtement fibreux ou encore le manteau cellulaire, c'est une structure qui se trouve sur la face externe sur la membrane externe de la membrane plasmique. Et donc, trois propositions correctes qui correspondent à la même structure qui sont le manteau cellulaire, le revêtement fibreux et le glycocalyx. Ils sont nommés aussi le sel quat. Et on passe à la 7e question. Deux propositions sont justes pour le réticulum endoplasmique granulaire. Première proposition, le réticulum endoplasmique granulaire permet la synthèse des lipides. Deuxième proposition, le réticulum endoplasmique granulaire, sa membrane est tapissée de ribosomes. Troisième proposition, le réticulum endoplasmique granulaire est lieu de synthèse des protéines. Quatrième proposition, le réticulum endoplasmique granulaire permet la sulfatation des glycoprotéines. Et dernière proposition, le réticulum endoplasmique granulaire, c'est le lieu de la détoxification. Et donc, cette question concerne le fonctionnement du réticulum endoplasmique granulaire. Alors, dans le départ, il faut connaître qu'il y a deux types de réticulum endoplasmique. Il y a le réticulum endoplasmique granulaire et il y a le réticulum endoplasmique lisse. Et chacun a ses propres caractéristiques et ses propres fonctionnalités. Mais on va s'intéresser, nous, dans cette question pour le réticulum endoplasmique granulaire. J'ai déjà fait une vidéo concernant tous les types de réticulum endoplasmique et les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles du réticulum endoplasmique. Alors la première proposition dit que le réticulum endoplasmique granulaire permet la synthèse des lipides. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est faux, puisque c'est le réticulum endoplasmique lisse qui permet la synthèse des lipides et non pas le réticulum endoplasmique granulaire. Donc, première proposition est faux. Ensuite, deuxième proposition, le réticulum endoplasmique granulaire, sa membrane est tapissée de ribosomes.
Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai, puisque le réticulum endoplasmique granulaire diffère du réticulum endoplasmique lisse par la présence des ribosomes au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique granulaire qui donne l'aspect rugueux. Donc, comme son nom l'indique, réticulum endoplasmique granulaire, c'est-à-dire la présence des grains, et ces grains sont les ribosomes. Donc, deuxième proposition est vraie. Ensuite, troisième proposition. Le réticulum endoplasmique granulaire est lieu de synthèse des protéines. Qu'est-ce que vous pensez encore une fois? C'est vrai, puisque le rôle majeur du réticulum endoplasmique granulaire est la biosynthèse des protéines nécessaires au fonctionnement de la bicouche phospholipidique. Donc, cette troisième proposition est correcte. Ensuite, quatrième proposition. Le réticulum endoplasmique granulaire permet la sulfatation des glycoprotéines. C'est complètement faux, puisque c'est l'appareil de Golgi qui se charge de modifier les protéines par glycosylation, sulfatation, etc., etc. Donc, le rôle de sulfatation s'effectue par l'organelle cellulaire, l'appareil de Golgi, et non pas le réticulum endoplasmique granulaire. Ensuite, cinquième proposition. Le réticulum endoplasmique granulaire, c'est le lieu de la détoxification. Qu'est-ce que vous pensez? C'est incorrect, puisque c'est le réticulum endoplasmique lisse qui joue un rôle de détoxification de la cellule. Et donc, on a deux propositions correctes qui sont B et C. B, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique granulaire est tapissé par des ribosomes, d'où le nom réticulum endoplasmique granulaire, les grains sont les ribosomes. Et c'est le réticulum endoplasmique granulaire qui est responsable de la synthèse des protéines. Par contre, le réticulum endoplasmique lisse est responsable de la synthèse des lipides. Et on passe à la 8e question qui dit: au niveau du noyau, on a une seule réponse juste. Première proposition, le nucléole n'a aucun rôle biologique. Deuxième proposition, le nucléole est le lieu de synthèse de l'ADN. Troisième proposition, le nucléole est le lieu de la synthèse de l'ARN messager. Quatrième proposition, l'ADN nucléaire est circulaire. Et dernière proposition, aucune réponse n'est juste. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, premièrement, le nucléole n'a aucun rôle biologique, c'est complètement faux, puisque le nucléole a un rôle dans la synthèse et la maturation de l'ARN ribosomal, de l'ARN R. Ensuite, deuxième proposition, le nucléole est le lieu de la synthèse de l'ADN Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien évidemment faux, puisque la synthèse de l'ADN s'effectue au niveau du nucléoplasme, comme vous voyez dans l'image. Ensuite, troisième proposition, le nucléole est le lieu de la synthèse de l'ARN messager. C'est aussi faux, puisque la synthèse aussi de l'ARN messager, bien le phénomène de transcription s'effectue au niveau du nucléoplasme. Et quatrième proposition, l'ADN nucléaire est circulaire. C'est aussi faux, puisque c'est l'ADN mitochondrial qui est circulaire. L'ADN nucléaire, elle est linéaire. Et donc, c'est la dernière proposition qui est juste, puisque toutes les propositions sont fausses. Aucune réponse n'est juste. C'est la proposition E qui est correcte. Et on arrive à la 9e question. La question numéro 9 qui concerne la mitochondrie. Et on a deux réponses justes. Première proposition, la mitochondrie est le seul organite qui utilise le dioxygène. Deuxième proposition, la mitochondrie contient des ribosomes dans sa matrice. Troisième proposition, la mitochondrie
renferme une chaîne respiratoire au niveau de sa membrane externe. Quatrième proposition, la mitochondrie, sa membrane interne ne contient pas de protéines. Et dernière proposition, la mitochondrie contient de l'ADN. Et donc, il y en a deux propositions justes. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la première proposition dit que la mitochondrie est le seul organite qui utilise le dioxygène. C'est faux, puisqu'il y en a deux organites cellulaires qui utilisent le dioxygène, c'est la mitochondrie et le peroxysome, et non pas seulement les mitochondries. Deuxième proposition, la mitochondrie contient des ribosomes dans sa matrice. Alors c'est correct, puisqu'on vous voyez ici dans l'image, les ribosomes existent dans la matrice mitochondriale, comme c'est indiqué ici dans l'image. Ensuite, troisième proposition, la mitochondrie renferme une chaîne respiratoire au niveau de la membrane externe. Vous savez, la chaîne respiratoire et le transfert de l'énergie au niveau de la chaîne respiratoire. Qu'est-ce que vous pensez pour cette proposition? C'est totalement faux, puisque la chaîne respiratoire est localisée au niveau de la membrane interne et non pas dans la membrane externe, comme vous voyez ici dans l'image. Ensuite, la membrane interne de la mitochondrie ne contient pas de protéines. C'est faux, puisque la membrane interne de la mitochondrie est tapissée par un ensemble de protéines transmembranaires, comme vous voyez ici dans cette image. Et on arrive à la dernière proposition. La mitochondrie contient de l'ADN. C'est vrai, comme vous voyez dans cette image, la mitochondrie contient sa propre ADN qui est de forme circulaire. Et on arrive à la dernière question qui dit qu'au niveau des glucocalyx, le pourcentage des oligosaccharides liés aux lipides est de A. 60%, B. 93%, C. 40%, D. 55%. Dernière proposition, A, B, C et D sont fausses, c'est-à-dire aucune réponse n'est correcte. Alors, pour cette dernière question, il s'intéresse au pourcentage des glycolipides au niveau du glycocalyx. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire le glycocalyx ou le manteau cellulaire, ou bien le sel coate. Alors, au niveau de ce manteau cellulaire, il existe des glycides liés à des lipides qu'on appelle les glycolipides. C'est-à-dire oligosaccharides liés aux lipides, on le nomme des glycolipides. Et donc la proposition vraie ici, c'est la dernière proposition, puisque le pourcentage des lipides liés aux oligosaccharides est très faible. Il est d'environ 10%. Donc c'est la proposition E qui est vraie. Aucune réponse A, B, C, D sont fausses. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Laissez aussi vos remarques, vos conseils, vos corrections aussi, vos suggestions. Et merci et à la prochaine.